Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejointes peut-être entre-temps. Donc, on va reprendre cette restitution. Comme l'a dit mon collègue Mathieu juste avant la pause, le but, c'est maintenant d'ouvrir un peu la discussion sur certaines thématiques. Donc, c'est plutôt une partie où c'est vous qui allez être actifs dans le public. Et puis, peut-être juste avant de rentrer dans les thèmes et puis les sujets qui nous intéressent à discuter avec vous ce soir, deux informations pratiques. La première, c'est que si vous voulez prendre la parole ou que vous voulez amener en contenu, on vous invite à lever la main, en fait, dans l'outil Zoom, pour qu'on puisse vous donner la parole et puis organiser ça un petit peu. Ce n'est pas toujours simple à distance, donc merci de lever la main. Et puis quand vous parlez, si vous pouvez allumer votre caméra, ça permettra qu'on vous voit ou que les autres participants vous voient. Et le son aussi, bon, c'est mieux quand même. Voilà. Donc, retour sur cette restitution. Moi, je n'ai pas participé aux ateliers et je n'étais pas non plus là pour vous entendre à chaud. Par contre, ce que j'ai entendu dans cette première partie, c'est que les contenus sont très riches et puis qu'évidemment, tous les détails n'ont pas pu être résumés par mon collègue Mathieu en live, mais qui vont rester des inputs importants pour le service d'urbanisme et la suite du diagnostic en vue de la révision de ce PACOM. Les groupes, ils ont amené des contenus assez divers, vous avez pu le voir, hein, avec d'une part des thématiques différentes un peu comme centre de la discussion, des quartiers différents aussi, donc vraiment on allait se plonger dans la diversité des quartiers lausannois, et puis aussi une manière d'aborder les choses assez différentes de par vos professions à tous. Donc c'est ça qui va être intéressant dans la discussion aussi. Le but de cette partie discussion, c'est de vous donner l'opportunité de réagir ou d'échanger par rapport à ce que vous avez entendu de la restitution des autres groupes, et puis par rapport à, quelque part, les quelques messages généraux qu'on a pu en tirer, et d'aller un cran plus loin aussi sur certaines thématiques, notamment en termes de constats plus concrets, peut-être de compléter avec d'autres exemples que vous avez pu avoir dans vos balades. Voilà. Avant de démarrer puis de vous passer la parole, moi j'ai juste 3 constats personnels que je pose sur ce qui a été un petit peu redit par Mathieu. Le premier, c'est que ce qui ressort des messages clés, ça donne une vision assez idéale de la ville, voire peut-être un peu idéaliste. Si je schématise un petit peu, on a beaucoup parlé de la question du stationnement, de l'enjeu de libérer l'espace des voitures. On a aussi beaucoup parlé de verre, de comment faire la part belle aux grands arbres notamment, tout l'enjeu de la pleine terre, et puis aussi de rendre la ville plus vivante, les quartiers plus vivants grâce à l'activation peut-être d'espaces résiduels, tout en gardant souplesse, agilité, résilience pour absorber les changements. Donc, un programme plutôt ambitieux. Ça, c'est mon premier constat. Comment on va pouvoir concrétiser ça? Donc, c'est là où on espère que vous amènerez peut-être un peu quelques exemples concrets aussi que vous avez pu dans vos balades. Le deuxième constat que je pose, ça rejoint complètement ce que les habitants nous ont aussi dit dans les balades, où finalement ils ont parlé de leur quartier en termes d'espace autour des bâtiments plutôt que des bâtiments eux-mêmes. Donc c'est le deuxième constat. Je trouve qu'on a parlé beaucoup de vide et puis que ça va être intéressant peut-être d'approfondir ces questions du vide. Et le dernier point, c'est le dernier constat que je peux porter, c'est que vous avez été très critique. Je le comprends, parce que moi aussi je suis une professionnelle, c'est un peu une déformation professionnelle. On aimerait, on pose le regard sur quelque part les problèmes à résoudre ou les projets à développer, les choses à changer. Et puis là, moi, je me fais la porte-parole aussi de la démarche auprès des habitants, où il y a du bon et du positif aussi dans les quartiers. Donc, il y a aussi des choses qui sont intéressantes, des bons exemples dans les quartiers. Et ça m'amène à ma première question, où je vais arrêter de parler puis vous donner la parole. C'est finalement par rapport à ces constats, notamment en termes de stationnement ou bien en termes de plantation en pleine terre, quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce que dans les groupes, vous avez aussi trouvé des bons exemples?
je m'adresse peut-être directement à un groupe pour lancer la discussion, sait-on jamais, mais ça m'a marqué le groupe, par exemple le groupe 5, qui parlait des cours intérieurs dans le quartier Arcouchi, avec l'exemple des cours intérieurs remplis de stationnement. Est-ce que finalement, ces cours intérieurs, il y avait d'autres bons exemples dans le quartier, ou bien est-ce qu'il y avait juste les constats de ces cours qui étaient entièrement remplis de stationnement et puis qui donnaient peu de place finalement à la végétation? Est-ce que vous avez dans les groupes trouvé des bons exemples? Oui, alors je peux peut-être répondre puisque j'étais dans le groupe 5. Donc, Oui. tout d'abord, je voulais juste préciser une petite chose, c'est que la discussion, elle s'est focalisée sur deux endroits différents, à savoir l'intérieur d'un îlot plutôt ancien, avec des bâtiments plutôt classés, ou protégés en tout cas, qui a entièrement du parking. Et on a vu, il y avait effectivement 2 grands arbres, mais c'est en gros complètement du parking. Mais il y avait aussi un autre endroit où on a vu une photo. C'est une suite d'immeubles qui ont été, qui sont des bars nord-sud et qui sont des années 60 et dont la première a été entièrement rénovée, et ils ont mis devant un parking semi-souterrain en béton qui fabrique une sorte de terrasse pour les gens au-dessus. Et donc, ça veut dire que c'est assez simple. On peut très bien voir le bon exemple et le mauvais exemple, puisqu'on peut voir que ce qui a été fait tout à fait récemment, qui est totalement neuf, est indestructible. Donc, a détruit totalement toute la pleine terre entre les deux immeubles, alors que si on regarde, par exemple, entre le deuxième et le troisième immeuble, ben, ils sont en travaux, mais j'espère bien qu'ils ne vont pas s'amuser à faire la même chose. Mais donc, ils ont coupé tous les grands arbres qui étaient là en pleine terre et ils ont construit ce parking avec une énorme dalle de béton. Parce que ce que je voulais dire, c'est que c'est important. On a dit tout à l'heure, on n'aura pas l'énergie pour détruire l'asphalte, c'est pas si grave, c'est un peu moins grave. Mais les parkings, c'est épouvantable. Hein, les parkings en béton sous les immeubles, là, ça c'est vraiment dramatique. Hein. Ça, c'est la perte totale de toute possibilité de résilience. Et moi, quand je parle, et je ne veux pas faire plus long, mais quand je parle en sachant que les générations futures nous écoutent. Hein. On est responsable, on est tous ici responsables de ce qu'on dit et de ce qu'on propose. Et on a ici l'occasion, pour moi, cette histoire de pleine terre, c'est si je peux sauver quelque chose de la suite, c'est la seule solution que j'ai à proposer, en fait. Merci. Je vois qu'il y a des mains qui se sont levées aussi. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Guidetti. Peut-être qu'il a aussi quelques bons exemples à partager. J'avais levé la main avant cette question sur les bons exemples. Donc, je voulais plutôt, ma foi, un petit peu enfoncer un peu le clou, mais pour poser une question, on va dire un peu quand même en lien, finalement, pourquoi vouloir chercher les bons exemples si globalement le constat est plutôt pessimiste? Ce n'est pas forcément grave. La question, c'est plutôt qu'est-ce que l'outil plan d'affectation communale peut changer des mauvais exemples? C'est-à-dire, à partir du moment où on a constaté qu'il y a une politique du stationnement inexistante avec des voitures sur domaine privé et sur domaine public omniprésentes, qu'il y a des trémies, donc il y a plein d'ouvrages, hein, on l'a vu qu'il y a plein finalement, la ville est largement ratée du fait de tous ces ouvrages, de toutes ces infrastructures qui sont en fait confisquées, qui sont l'expression de la confiscation de la ville par la voiture. Et donc la question c'est, est-ce que c'est possible juridiquement peut-être ou avec peut-être des politiques publiques complémentaires à celles du plan d'affectation communale qui permettent de revenir un peu en arrière pour réimperméabiliser plutôt que, ou désimperméabiliser, ou reperméabiliser, je voulais dire, par exemple, ou pour enlever des voitures, ou pour faire ce passage. Hein, j'ai vu que dans le chat, il y avait des gens qui proposaient de remettre les voitures sur le domaine public. C'est une question fondamentale, puisque toute la politique de la ville, ça a été exactement l'inverse pour dire qu'il faut supprimer les voitures du domaine public. Et donc, cette question-là, cette coordination avec les autres politiques publiques et donc l'outil plan d'affectation communale est fondamental parce que sinon, tout ce dont on parle, bah, finalement, n'est pas lié à l'outil PACOM. Donc, comment réparer les erreurs du XXe siècle? Merci, joli programme. Alors, je ne vais pas pouvoir y répondre ce soir, mais par contre, je pense que cette question du stationnement, elle est bien notée par le service d'urbanisme.
c'est une vraie question. On ne va pas pouvoir avoir les réponses ce soir, mais en tout cas, les questions, les questionnements et puis le lien avec la politique, je dirais, publique du stationnement, je pense qu'elles sont bien notées et puis que cet apport était important à souligner. Je peux juste préciser une chose, c'est qu'à mon avis, c'est hyper important d'être au clair, de ne pas faire juste une mesure symbolique dans le plan d'affectation communale qui dit il n'y a plus d'obligation de mettre des voitures, par exemple, comme ça a été suggéré. Parce que si on part du principe qu'on a 70 000 véhicules en ville de Lausanne, places de stationnement en ville de Lausanne, et qu'on dit qu'il y a une augmentation ou qu'il y a une réduction, il faut bien se rendre compte qu'on va ne gérer que les nouveaux projets. Donc, on va à ces 70 000 rajouter des places, alors que la question, c'est de savoir comment de 70 000, on arrive peut-être à 10 000 ou 20 000. Et donc, est-ce que le PACOM est le bon outil? Ce n'est pas juste, entre guillemets, on prend note et puis de dire comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer ça dans le PACOM, parce que l'intégrer dans le PACOM ne sera pas suffisant. Mais j'arrête. C'est aussi prévu, c'est vraiment une question qui ressort aussi dans le plan climat, qui est plus transverse. Hein, donc, c'était pour dire, par exemple. Du coup, j'ai M. Gmur qui voulait prendre la parole. Je vous donne la parole, M. Gmur. Vous m'entendez? On vous entend, par contre, on ne vous voit pas. Ah, pourtant, moi, j'ai l'image à l'écran. Ah si, c'est bon, je vous vois. Très bien. Bon, j'étais aussi dans le groupe 5 et de dire qu'on a vu des bons exemples, ce n'est pas le bon terme que je prendrais, mais on a quand même eu un exemple assez intéressant où, en fait, il y avait une utilisation des toitures des parkings. Il y avait une utilisation avec des gens qui s'étaient organisés avec des micro-jardinets, avec des endroits où certainement ils boivent des apéros, etc. Et dans le fond, il y avait une fonction sociale. Alors, je dis que ce n'est pas très réussi parce que dans le fond, les espaces en pleine terre étaient extrêmement marginaux. Mais dans le fond, je pense que c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte si on veut avancer pour essayer de revenir sur cette situation de stationnement. C'est-à-dire que les utilisateurs, les habitants, dans le fond, ils ont un intérêt, dans le fond, à avoir des îlots de verdure. On n'en est pas encore à la pleine terre. Hein. J'insiste sur cet élément-là. Et en termes de climat, ce n'est pas forcément une grande réussite. Mais cette fonction sociale, elle me paraît importante pour assurer une certaine mutation. Merci. Je vois que dans le chat, on a M. Nicolier qui nous fait part de quelque chose. Est-ce que M. Nicolier, vous voulez nous commenter par oral? Volontiers. Non, je voulais répondre à ce que proposait Valérie Ortiz tout à l'heure et Laurent Guidetti, évidemment qu'il faut trouver des solutions transitoires à l'automobile. Et je constate simplement que c'est parmi les édifices les plus lucratifs qui soient que de faire des parkings aujourd'hui. Ça pourrait être une façon assez habile de remplir les caisses communales que de construire des parkings, disons, si ce n'est pas provisoire, mais en tout cas hors sol. Évidemment, ça ne répond pas à la question du foncier. À quel endroit on les ferait? Alors, je vois que dans le chat, M. Cleva a également souligné cette question de la politique globale du stationnement. Donc, on sent que c'est vraiment une thématique importante et puis qu'elle se résolvera probablement pas uniquement dans le PACOM, hein, comme on en a déjà parlé. Mais moi, je reviens quand même à ma question des exemples. Ça peut aussi être des exemples de mutualisation du stationnement, peut-être que vous avez rencontré dans vos quartiers respectifs pour les personnes qui sont allées se balader. Est-ce qu'il y avait des choses qui avaient été identifiées? Alors, je vois qu'il y a des mains levées. Oui, pardon. Donc, j'ai de nouveau M. Gmur. Est-ce que c'est un oubli ou est-ce que vous avez un nouveau… Sinon, j'ai M. Aubord. Micro. Alors, oui, M. Aubord, voilà, vous avez la parole. Bonjour. Par rapport à ce que vous avez dit au tout début concernant le constat que les groupes sont relativement négatifs, alors oui, alors les groupes sont peut-être négatifs parce qu'ils ont eu 2 heures pour aller visiter un quartier, alors que les habitants qui vivent dans le quartier, eux, ils y vivent tout le temps. Hein, ils y vivent le matin, midi, après-midi, soir. Donc, ils vivent leur quartier. Donc, c'est plus facile pour eux de trouver le positif que pour nous qui débarquions là et puis qui avons fait ce constat.
là, on a aussi relevé que parquer en bordure du domaine public, c'est éviter de créer des accès et des places de rebroussement sur le domaine privé. Hein, parce que si on demande aux personnes de parquer sur le domaine privé, ils doivent y accéder, ils doivent pouvoir rebrousser chemin, tourner, circuler et puis après stationner. Moi, j'ai fait un tout petit calcul, donc j'habite à Chailly-sur-Montreux et on a un exemple de mes places de parc et puis le voisin. Moi, j'ai fait 3 places de parc en bordure de domaine public. Donc, j'utilise le domaine public pour sortir de mes places, mais c'est les places un peu en biais comme ça. Et j'utilise 37,5 mètres carrés pour 3 véhicules. Mon voisin, lui, il a bétonné son jardin et il y a fait un parking pour 2 voitures. Et il utilise 8 autres mètres carrés de son jardin. C'est les petits jardins de village. Donc, je vous laisse imaginer ce qui reste. Donc, c'est un exemple frappant de dire, finalement, si on parquait en bordure de domaine public, en utilisant le domaine peut-être pour manœuvrer un petit peu, le domaine public, on utiliserait beaucoup moins d'espace privé. Voilà. Merci pour ces calculs. C'est vrai que c'est impressionnant. Entre les 80 mètres carrés, ouais, il y a une sacrée différence. Je passe la parole sans autre forme de procès à Madame Imholtz, qui avait levé la main. Oui, bonsoir à tout le monde. Je pense que il y a beaucoup de choses que je vais peut-être redire aussi par rapport à ce qui a été évoqué. Au niveau du PACOM, c'est un des outils. Il ne faut pas oublier que ce PACOM, il faut le prendre en considération par rapport aussi à plein d'autres outils. Donc, une mise en commun de ces outils, une cohérence de ces outils, c'est nécessaire. Donc, quand je parle d'autres outils, c'est les plans d'alignement, c'est des chartes, mais c'est aussi le plan climat, c'est le plan de stationnement. Tant qu'on ne saura pas quel type de stationnement on veut, on ne saura pas comment on devra construire des futures maisons ou rénover des futures maisons. Si on doit faire un parking, donc la correspondance entre ce qui se passe sur un outil par rapport à un autre, c'est quelque chose qui est important. Donc, il faut vraiment que ça soit travaillé, je dirais, ensemble. Après, il y a un des autres points. Vous avez dit qu'on a beaucoup parlé des espaces publics. Mais au niveau du PACOM, ça va être un des éléments qui ne sera pas affecté, qui a un statut un peu spécifique. Donc, se pose la question de quelle ambition on veut donner à ce PACOM par rapport à des éléments sur lesquels on ne donne pas forcément des qualités ou des articles ou des spécificités. Et comment arriver à garantir cette qualité? Et là, à nouveau, il y a un travail à faire au-delà d'un règlement, je pense. Si on veut faire un règlement avec des règles pour contraindre à chaque fois les gens, on va sûrement empêcher que la qualité, de manière pas quantitative, mais vraiment spécifique, soit développée. Et ça passe vraiment par le projet et par des réflexions de groupe. Alors, l'ambition de ce PACOM, il y a des articles derrière, il y a un règlement, il y a des tâches de couleur sur un plan. Ça, c'est une ambition, mais je pense qu'elle n'est pas suffisante et il y a un portage politique aussi à faire pour que tout se lie. Donc, la nécessité de collaborer avec une commission qui a vraiment un pouvoir, c'est important. Merci pour ce complément. Peut-être juste en 2 mots, j'avais mentionné les espaces vides, pas forcément publics, dans mon introduction. Peut-être juste pour… voilà. Monsieur Guérin. Ah. Oui, alors il y a quelqu'un qui demandait comment on fait pour lever la main, comme ça je le dis à tout le monde. Ça sera plus simple. Vous allez sous l'onglet Réaction, qui est tout en bas de l'outil Zoom. Et puis là, vous pouvez appuyer sur Lever la main. Voilà. Les smileys sont acceptés aussi. Merci. Si vous mettez un smiley, on accepte aussi. Du coup, je vais passer la parole à M. Dreyer. Non, Madame Gabriel, elle était avant? Alors, pardon, Madame Marco Vecchio, je vous donne la parole. Du coup, vous étiez avant. Il y avait peut-être Yves avant, je ne sais pas. Non, mais c'était juste un petit commentaire parce que c'est commentaire d'urbaniste, mais on est en train de construire un PACOM
C'est sur un PDCOM qui a pris son temps pour sortir de terre. Et en parallèle, en fait, sort un plan climat qui change la donne pour la mobilité à Lausanne. Mais on a le même problème, je ne sais pas si c'est vraiment un problème, mais c'est peut-être une opportunité, il faut le voir comme ça, à niveau cantonal. On a un plan climat cantonal qui aura ou qui devrait avoir des répercussions sur les PACOM. Et en fait, on est en train tous de produire des PACOM parce qu'on a des dates limites et il faut qu'ils sortent de terre. Et ces plans climat, en fait, ils ne sont pas encore… on ne tient pas compte encore à ce stade des plans climat et de comment ils vont nous contraindre pour l'affectation. Et donc, on aura toujours un décalage où il faudra qu'on anticipe et qu'on soit assez intelligent parce que les PACOM qu'on est en train de produire aujourd'hui, ils vont nous lier pendant une quinzaine d'années. Donc, voilà, c'était un petit commentaire. Merci. Oui, mais un commentaire tout à fait juste. C'est toujours difficile d'anticiper. Là, quelques groupes l'ont dit aussi par rapport à la résilience, de choisir les bonnes règles aujourd'hui pour quelque chose qui se développera dans 20 ans. Voilà, c'est un sacré enjeu. Je passe la parole du coup à M. Dreyer qui est en attente depuis un petit moment. Oui, merci. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Julie Molz concernant l'affectation du domaine public, parce qu'il me semble que c'est un élément fondamental qui est aujourd'hui non réglementé, mais comme le PACOM est lié à des zones de construction en différentes densités, si on veut, avec différentes règles, pourquoi ne pas mettre le domaine public finalement dans une de ces zones et le réglementer aussi, mais par, comme vous l'avez dit, le vide, par le non bâti, et non par le bâti, comme c'est le cas pour toutes les autres zones. Je trouve que ça, c'est un point extrêmement important. Moi-même, j'étais dans le groupe sur les outils de planification. On en a également débattu. Et je pense que, alors les urbanistes ou les services probablement me diront, mais je crois qu'il y a des modifications au niveau de la loi, au niveau de cette question du domaine public aujourd'hui. Merci. Je passe la parole à Madame Surcher. Merci. Je voulais tout à fait aller dans le sens de Gabriella par rapport à la difficulté qu'on a en tant que professionnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, la loi vaudoise prévoit qu'on se réfère à la norme VSS, qui n'est pas du tout en phase avec ce qu'on doit faire, ce qu'on aimerait faire pour ces questions de stationnement. Et puis, je ne vais pas rajouter là-dessus, mais par rapport à la question de M. Dreyer, c'est vrai que précédemment, on nous disait clairement qu'en PACOM, il devait traiter que du domaine privé. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu arriver avec la normalisation des zones, le canton a introduit des possibilités de réfléchir aussi sur le domaine public. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a encore pas exploré en tant que professionnel, mais c'est quelque chose qui, peut-être que justement, on doit aussi réfléchir sur comment on pourrait introduire des choses, parce qu'en fait, avec ce nouveau dispositif, en fait, on pourrait, il me semble, mais là, on est plus dans la prospective, mais vraiment, peut-être que Gabriella y réfléchit aussi dans son bureau, mais je pense qu'il y a des choses à faire, effectivement, là-dessus. Effectivement, je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Moi, j'aimerais qu'on revienne peut-être aussi à la question déjà de ce qu'on peut faire sur les espaces vides privés. Peut-être qu'après, ça vient en lien avec l'élément public. Mais c'est vrai que ces éléments vides privés, moi, ce qui m'a marqué, en tout cas dans les restitutions qui ont été faites, c'est cette notion des fois de mutualisation du stationnement. C'est des propositions de ce type-là. Est-ce qu'on affecte des zones pour y mettre du stationnement dans un quartier? Est-ce qu'on affecte des zones pour de la pleine terre? Et puis, j'arrive à la question finalement que j'avais à vous poser aussi au niveau des échelles, puisque au niveau des, si je parle comme ça, des pleins, c'est vrai qu'on raisonne beaucoup à l'échelle de la parcelle ou bien de l'îlot. Et puis, au niveau des vides, finalement, de ce que j'ai entendu des différents groupes, il y a plutôt des notions de se poser la question finalement à l'échelle d'un quartier. Alors, concrètement, comment on ferait ça? Et puis, à quelle échelle on doit réfléchir à ces questions de stationnement ou à ces questions de pleine terre? Est-ce que c'est à l'échelle de la parcelle ou est-ce que ça serait à une autre échelle? Et puis, est-ce que vous avez des exemples de ce genre de questions? Monsieur Cléva? Je vous passe la parole. Monsieur Cléva, on ne vous entend pas. Il faut activer votre micro. Oui. Voilà. Je disais par rapport à ça,
on a été dans les quartiers, on a observé certaines choses qui étaient de l'ordre du détail, et puis après, on a quand même observé à grande échelle quand même. Donc, effectivement, la question de l'échelle d'intervention, elle est très importante, parce que le problème, c'est que le PACOM, il va mettre une zone qui se répète sur l'ensemble de la commune, avec des règles qui seront partout les mêmes dans cette zone. Et puis, ça veut dire qu'il n'y a pas tellement forcément d'adaptation à la situation locale. Et puis, de l'autre, à l'autre bout, on avait ce qu'on avait les plans de quartier et puis les PPA. Et puis ça permet d'avoir de s'intéresser plus à la question du détail de l'affectation, de se dire, effectivement, on va reconnaître peut-être des endroits qu'on doit laisser non bâtis pour garantir des percées, que ce soit pour des vues, ou que ce soit pour la mobilité et autres. Et puis, justement, là, on a une échelle différente. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faudra définir des règles générales pour l'ensemble, et puis après, une sous-échelle. Après, jusqu'à quel niveau est-ce qu'il faut aller? Est-ce qu'il faut avoir des exemples en disant, comme on a des coupes types, des choses comme ça, on pourra avoir un aménagement type pour certaines situations, ou alors se dire, on fait deux échelles de planification, malgré que ça devienne un petit peu compliqué, mais voilà, peut-être subdiviser le territoire, pourquoi avoir une échelle adaptée, et puis des spécificités, des spécificités par les quartiers. Comment on n'arrivera jamais, il y a aussi beaucoup de réactions en disant il faut assouplir les règles, etc. C'est la commission qui doit, qui doit pouvoir se prononcer sur des projets. C'est des projets plutôt qu'un règlement qui doit faire un petit peu la ville. Voilà, je pense que c'est des vœux pieux, mais on est obligé quand même d'avoir les règlements à un certain moment. Désolé pour l'intervention plus longue. Non, très bien, merci. Sur ces questions d'échelle, je vois que ça a suscité beaucoup de mains levées, donc je vais y aller dans l'ordre. Alors, je vais passer la parole à Madame Ortlieb, qui était la première qui est apparue sur mon écran. Non, c'était juste une brève intervention. Il y avait une échelle qui avait été proposée dans le projet des Plaines du Loup, qui me semblait tout à fait efficace, à savoir pour la gestion du parking. C'était pour la gestion du parking, à savoir qu'on peut marcher un certain nombre de mètres jusqu'à aller à sa voiture, et je ne me rappelle plus combien c'était, genre 300 mètres, ou je ne sais pas, Laurent saura mieux nous dire. Mais je pense que ça, c'est une bonne échelle, parce que si chacun doit marcher jusqu'à sa voiture, il aura plus intérêt à prendre le bus. Et donc, ça veut dire que naturellement, ça diminue le nombre de voitures privées. Je ne parle bien sûr pas des places handicapées. Je voulais aussi juste ajouter qu'à propos de la norme VSS, je ne suis pas une spécialiste, mais ça semble assez évident qu'on peut très bien l'utiliser quand même, sans faire de place de parc sur le domaine privé. On peut faire 0. Donc, on peut être avec la norme VSS et pourtant faire 0 place de parc sur le domaine privé. Mais d'autres seront plus au fort. Enfin, ce sera plus clair pour d'autres de l'expliquer, j'imagine. Merci. Je vois que cette question de l'échelle, elle est intéressante. Moi, j'y ajoute peut-être juste une nuance, de se poser la question finalement, dans un contexte déjà bâti, comment ça se concrétise, ces questions-là, puisqu'effectivement, sur un projet, un territoire en projet comme les Plaines du Loup, il y a peut-être des instruments qui ne sont pas les mêmes finalement que ceux qui pourraient être utilisés dans les quartiers que vous avez visités. Et puis, j'attire juste l'attention sur cette question-là, de revenir au quartier que vous avez visité, ou comment on peut faire évoluer aussi l'existant par rapport à ça. Et puis, je vais passer du coup la parole à Madame May, qui avait levé la main il y a un petit moment. Je ne sais pas si je peux exactement votre nom. Ah mince, je n'ai pas la caméra. Voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, j'avais juste une petite réflexion en fait par rapport aux espaces extérieurs et puis cette problématique entre le public-privé, la transition entre le public-privé notamment, et ces problématiques aussi de mutualisation de places de jeu qui a été relevée, je crois, dans plusieurs quartiers également.
Nous, ce qu'on a pu constater aussi dans le quartier qu'on a visité, de l'Entrebois, eh bien, c'est qu'il y avait pas mal d'espaces privés qui étaient extrêmement mal agencés. Or, en même temps, ils étaient extrêmement généreux. Du coup, je me pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi prévoir quelque chose qui inciterait simplement le privé à vraiment aménager ces espaces, surtout quand ils sont généreux et qu'on a de la forte densité, par exemple, et qu'on a vraiment quelque chose à faire autour des maisons, de trouver des manières d'inciter à investir dans des bancs, dans des cheminements, dans des éléments très, très simples, mais qui peuvent très facilement favoriser la vie de quartier, justement. Merci. Effectivement, comment inciter les propriétaires, c'est un bon terrain de réflexion. Je vois que M. Guidetti voulait ajouter quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est sur la question des échelles ou la question... Oui, des échelles. Alors, du coup, je vous passe la parole. Je pense qu'on peut discuter de l'échelle, mais la bonne échelle d'un plan d'affectation communale, c'est la parcelle, vu qu'on donne des droits à bâtir à des propriétaires qui sont propriétaires de parcelles. Il n'y a pas de projet dans le plan d'affectation communale qui se traite à une autre échelle. Donc, ma foi, on est condamné par l'outil à se préoccuper que de l'échelle de la parcelle. Par contre, de se poser cette question-là montre qu'il y a peut-être d'autres outils à coordonner avec celui-là pour éviter de se retrouver piégé par la seule question économique, c'est-à-dire la valeur du sol ne s'exprime que par les francs du nombre de mètres carrés qu'on va faire. Parce que si tout d'un coup, on a une autre logique que celle-là, par exemple via même un plan d'affectation communale qui dit de cette parcelle, elle est trop précieuse parce qu'il y a une vue intéressante à préserver, comme ça a été dit dans un groupe, ça veut dire que les propriétaires se voient confisquer des droits à bâtir et donc la valeur en francs est complètement différente, même si la valeur sociale en termes de biens communs, la capacité du sol à absorber du CO2 ou à absorber de l'eau, toutes ces questions-là, elles devraient aussi intervenir. Mais ce n'est pas la question posée par le PACOM. Donc, si on se préoccupe du PACOM, il n'y a qu'une seule réponse à cette question, c'est la parcelle. Ce qui pose effectivement tout l'enjeu des propositions des groupes de mutualiser certains espaces où ça devient un sacré challenge sur comment concrétiser ça en fait dans la suite du processus. Je vois qu'il y a encore plusieurs mains levées. Je vais passer la parole à Madame Imholtz. Madame Imholtz, on ne vous entend pas. Ça vient. C'est bon? Oui, c'est bon. Sur la question donc de la mutation, alors Laurent vient d'évoquer la valeur qu'on donnait à la parcelle. Je reviens sur les autres outils qui doivent peut-être accompagner le PACOM pour justement qu'une certaine identité d'une rue, pour revenir aussi aux espaces publics, puisse être préservée, avec le rôle que peut avoir les plans d'alignement aujourd'hui, dans le but que tout ce qui fait aussi peut-être la qualité d'une rue qui est existante et qui est définie aussi par l'implantation parfois uniforme et des fois en décalé des constructions avec ces espaces semi-privés, semi-publics, de cours, de murets, donc qui soient reconnus à travers ce plan d'alignement à l'échelle de la ville. C'est aussi des outils de coordination avec le PACOM qui peuvent peut-être pérennité des différents quartiers. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup d'outils. Je suis un peu sur ma faim sur les bons exemples. Je reste un peu sur ma faim pour les bons exemples, mais je vois en tout cas qu'il y a beaucoup de propositions d'outils, ou en tout cas une bonne connaissance de tout ce système d'outils, certainement meilleure que la mienne, mais j'avoue que je reste un peu sur ma faim par rapport à cette question des bons exemples. Qu'est-ce que vous avez parlé de la qualité de l'alignement d'une rue? Qu'est-ce qui fait la qualité de l'alignement d'une rue? Qu'est-ce qui fait la qualité d'une rue? Est-ce que vous avez peut-être des exemples que vous avez vus dans vos quartiers? On verra si ça vient dans la discussion.
Mais je vois que j'ai encore 2 personnes qui voulaient s'exprimer. Donc, Monsieur Aubord, je vous passe la parole. Oui, merci. Vous voulez des bons exemples? Bon, alors je vais vous en donner. On était, je ne sais plus quel numéro de projet c'était, mais en fait, au niveau de l'arborisation, on voit que il y avait 2-3 bons exemples d'arborisation autour de tours. Donc, il y avait 2-3 tours dans ce quartier. Et puis, les arbres qui étaient aux alentours de ces tours étaient de dimension, de très grande dimension. Donc, ça arborisait bien la parcelle. Et puis, ça arborisait, à mon avis, mieux la parcelle que les parcelles où il y avait des barres d'immeubles. Ça, c'est pour les espaces libres. Et puis, on parlait d'échelle. Ben, l'échelle, ça peut aussi être l'arbre, hein, par rapport à des immeubles ou par rapport à des maisons. L'autre chose dont je voulais parler, c'est qu'on parle des places de jeu ou la mutualisation des espaces. Ces places de jeu, alors moi, je suis chef de service voirie et espace vert à Montreux, hein, si jamais. Mais quand je vois les coûts que ça engendre de créer et puis d'entretenir surtout ces places de jeu, il faut quand même se poser la question si on n'a pas meilleur temps de faire des espaces de jeu de quartier, donc publics, plutôt que de demander à chaque immeuble ou à chaque plan de quartier de faire sa petite place de jeu. Et puis d'autant plus que quand ils voient les coûts que ça engendre pour l'entretien de ces places de jeu, ben, souvent ils les laissent tomber, c'est-à-dire qu'elles deviennent désuètes, voire dangereuses. Puis finalement, ils font quoi? Ils les démontent parce qu'il n'y a plus personne qui contrôle ces places de jeu, ni au niveau de la commune. D'ailleurs, la commune ne peut pas intervenir sur l'espace privé ou a peu de moyens d'intervenir sur l'espace privé. Puis l'idée serait plutôt que d'imposer des places de jeu, d'imposer plutôt des lieux de vie communautaires. Hein. Lieux de vie communautaires, alors s'ils ont envie de mettre des jeux, ils mettent des jeux, des bancs et des tables, Madame Ney l'a dit tout à l'heure, mais aussi des lieux de rencontre peut-être, ou même les jardins communautaires. Donc, inciter les gens à se rencontrer dans ces lieux avec peut-être d'autres objets que des places de jeu. Voilà. Merci. Intéressant. Imposer des lieux de vie communautaires, en tout cas, c'est noté. Merci bien. Je vois que Monsieur Federson voulait prendre la parole. Monsieur Federson, voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas participé aux visites des différents quartiers, mais j'ai 2-3 petites réflexions, surtout par rapport à Laurent, ce que vient de dire Laurent, que le plan d'affectation doit régler la parcelle. Je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'on donne les réponses pour la parcelle, mais je crois qu'il faut aussi qu'on donne des réponses à l'ensemble de la ville et puis par quartier. Et pour moi, un plan d'affectation devrait beaucoup plus partir de la qualité des quartiers, de l'ADN des quartiers qu'on a à disposition et de voir de quelle manière on peut trouver des règles par quartier et non pas faire une règle simplement pour une zone d'habitat qui est de 3 étages et comme on l'a maintenant. Aujourd'hui, on a un règlement qui est purement quantitatif, basé sur le développement. Or, maintenant, il nous faut un règlement, ou plutôt, j'ai bien aimé aussi le groupe 8 qui proposait pas seulement des règles, mais des principes urbanistiques. Je pense que ça, c'est très intéressant. Mais un règlement ou des principes urbanistiques qui gèrent la densification. La densification peut être très différente. Je ne suis pas du tout convaincu que simplement mettre 2 étages de plus à chaque maison, ça va nous permettre de faire des plus grands jardins. C'est complètement aberrant, mais c'est une possibilité. Ensuite, il y a la transition écologique. Vous êtes en train de parler de ces quartiers, de l'espace public, etc. Je pense que ça, c'est important. Et surtout la mobilité. Dans la mobilité, il y aura quand même un grand changement. Le trend va quand même vers quelque chose qui est très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et probablement, on va avoir aussi pas mal de parkings souterrains en trop. Alors, on pourra faire des cultures de champignons, je ne sais pas, on pourra les utiliser autrement, mais on va certainement vers quelque chose de différent. Et je pense que vis-à-vis aussi du comportement qu'on a qui est en train de changer, on va partir comme je trouve que l'exemple des Plaines du Loup, c'est très intéressant de dire on fait un parking pour tout un secteur dans un rayon de X. Je pense que ça, c'est intéressant. Je pense qu'on devrait beaucoup plus partir de l'ADN des quartiers, de chaque élément. C'est une ville qui est très riche, mais qui a des quartiers très différents. On ne peut pas régler ça avec une seule règle toute simple.
Et je pense qu'on doit beaucoup plus parler et partir du non-bâti et non pas seulement du bâti. Aujourd'hui, le règlement, il est uniquement sur des règles de bâti, de distance, de hauteur, etc. C'est très compliqué. On ferait beaucoup mieux de parler d'abord qu'est-ce qu'on veut dans le non-bâti. Et là, le non-bâti, c'est bien entendu aussi les routes, c'est bien entendu les places, donc c'est bien aussi les espaces publics. Et puis, c'est aussi là qu'il faut qu'on puisse gérer ça d'une façon beaucoup plus adéquate. Et toute la partie mobilité devrait être tout à fait imbriquée dans le nouveau plan d'aménagement. Il devrait être beaucoup plus imbriqué. Tout ce qui est sur la mobilité et l'environnement, mais aussi le bâti, doit être beaucoup plus pris en compte. Voilà, c'est un petit peu général, excusez-moi. Les bons exemples, il y en a certainement toute une série. Il y en a des très bons, il y en a tout plein en Scandinavie. Il y en a pas mal aussi en Suisse allemande. Zurich a par exemple aussi dit très simplement, le parking souterrain ne dépasse pas l'implantation du bâtiment. Voilà. Donc, si vous avez un bâtiment, le parking ne dépasse pas. Donc, on ne peut pas faire une rampe d'accès, quelque chose comme ça. Non, il faut l'introduire, la rampe d'accès, et soit dans le socle du bâtiment ou au rez-de-chaussée du bâtiment. Et puis, il ne dépasse pas de façon à pouvoir garder le jardin. Enfin, il y a toute une série. Il y a l'indice de pleine terre, etc., etc. Je crois qu'on a les instruments, ils sont là. Et puis, il suffit de les appliquer. Mais malheureusement, on a un règlement qui ne prend pas en compte finalement le discours politique. Et ça, je trouve très dommage parce qu'on a un discours politique qui est clair, qui est vers la transition écologique et vers la... Oui, et le règlement, il fait tout le contraire. Aujourd'hui. Oui, effectivement. Enfin, c'est pas moi, je ne devrais pas dire ça, mais... Je dirais par rapport au besoin de répéter cet outil, hein, c'est bien l'enjeu de pouvoir le mettre à jour, en fait. Malheureusement, pour faire du bon travail, il faut faire des dérogations. Et je pense que ce n'est pas juste de faire du bon travail seulement avec des dérogations. Le bon travail devrait pouvoir être fait là et les dérogations sont là uniquement pour quelque chose de spécifique. Voilà. Merci pour tous ces apports. Je profite de ce petit moment pour aller mettre en nez dans le chat qui a été très actif pendant qu'on discutait. J'arrive pas à avoir les yeux partout, mais effectivement, on a eu plusieurs interventions dans le chat, notamment sur les questions de normes VSS. Il y avait des réponses qui étaient données par Madame Turcher. Et puis, je vois qu'il y a aussi des apports qui sont donnés dernièrement par Monsieur Monnier et Monsieur Nicolier. Je ne sais pas si vous voulez les commenter par oral pour que tout le monde les entende plutôt que les lise dans le chat. Messieurs Nicolier et Monnier. Je veux bien, j'ai fait deux propositions de réflexion en fait, mais qui vont plutôt dans le sens de la dérogation, comme vient de le signaler M. Feddersen. Qui est la première étant de manière générale d'avoir peut-être imaginé qu'on puisse octroyer des droits à bâtir augmentés à un propriétaire privé qui organiserait un concours dans lequel serait impliqué, dans le jury duquel serait impliqué soit la commission d'urbanisme ou d'architecture, soit des membres de l'édilité, mais en tout cas, ou même des gens du quartier, enfin, quelque chose qui fasse débat, parce qu'au fond, le concours, c'est le lieu du débat et c'est une façon peut-être habile de juger de la qualité d'un projet qui serait au-delà de peut-être qui aurait... voilà. Alors, je prends comme référence un article qui existe déjà sous cette forme de carotte, c'est l'article 97 de la LATC qui permet d'avoir un bonus de 5% si on est meilleur que si on a des performances énergétiques meilleures. Dans le même sens, on pourrait imaginer qu'il y ait des droits à bâtir supplémentaires octroyés à quelqu'un ou un propriétaire privé qui aurait une proportion de pleine terre plus grande. Voilà. D'accord, merci pour cette précision. Je vois que le chat continue à crépiter, on va dire ça comme ça. Donc peut-être pour répondre à une question qui est posée, effectivement, on a enregistré cette réunion, pas depuis le début, mais on a enregistré une partie de cette réunion
donc notamment toute la partie discussion. Donc, voilà, c'est pour répondre à une question qui a été posée dans le chat. Et puis, je vois qu'on a encore Madame Turchard qui voulait parler de quelque chose par rapport au cadre légal cantonal inadapté. J'avoue que j'arrive pas à comprendre à partir de quoi ça se rapportait. Donc, si je vous passe la parole, peut-être que vous pouvez nous l'expliquer avec vos mots. Madame Turchard. Oui, volontiers. Donc, juste dire qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses, mais on doit le faire conformément à un cadre légal. Et au niveau vaudois, aujourd'hui, dans le plan climat, il n'y a rien sur les questions urbanistiques. Ça dit juste que ça sera traité dans le plan directeur cantonal. Et on a un souci, je trouve, en tant que professionnel, c'est qu'on sait que toute l'élaboration de ces documents, ça prend beaucoup de temps et il y a une certaine urgence. Hein, on est tous convaincus là-dessus. Et de voir comment on peut être plus rapide que cette urgence et comment on peut traiter avec les outils qu'on a encore aujourd'hui. Ouais, ça c'est une vraie question qui est, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Donc peut-être M. Feddersen a une vision là-dessus avec toute sa sagesse et pourra nous aider. Mais c'est vrai que c'est compliqué de faire des propositions innovantes quand le cadre légal ne le permet pas et puis quand on envoie au canton puis qu'on nous explique que non, on ne peut pas faire ça et tout ça. Donc, ouais, ça c'est un vrai souci qu'on a. Peut-être avant de passer encore la parole aux autres personnes, je regarde la montre. Je vois qu'on est presque à 20h. Et puis, je vous pose la question si ça serait en ordre pour vous de prolonger un petit peu pour que tout le monde qui souhaite encore s'exprimer le puisse. Je vous laisse me mettre des pouces levés avec l'indice réaction si vous êtes d'accord ou alors des pouces en bas si vous n'êtes pas d'accord avec cette proposition de prolonger de 5-10 minutes, un petit peu pour pouvoir donner la parole aux 2-3 autres personnes qui se sont annoncées. Pas de réaction. Je pars du principe que tant que vous ne vous déconnectez pas, vous êtes d'accord. On va essayer de rester quand même dans le timing. Je me rends bien compte que ça vous prend du temps aussi d'être là. Donc, on va se donner encore 5-10 minutes pour pouvoir poser la question. Tout s'en va, effectivement, peut-être qu'on ne l'avait pas, mais effectivement, pour pouvoir passer la parole aux 2-3 autres personnes qui lèvent encore la main, et puis pour pouvoir repasser la parole aussi au service d'urbanisme qui vous parlera des prochaines étapes, en fait, de ce qui va arriver par la suite de cette démarche. Alors, je passe la parole du coup à Monsieur Guidetti, qui a la main levée depuis un moment et qui ne trouvait pas non plus le pouce en bas, et je suis désolée pour le côté très soviétique de ma décision à l'unanimité. Désolée. C'était pour le joke. Je reviens juste sur ce que disait à la fois Pierre Feddersen et en même temps Guy Nicolier écrivait sa proposition d'indice. Moi, je pense qu'effectivement, pour reprendre une proposition qui a été faite dans le cadre de la révision du PACOM de Renan, c'est que la première des règles à prévoir dans un PACOM, c'est celle de l'exception. On doit partir de l'exception, on doit partir du projet. Et donc, j'ai plutôt l'impression que, plutôt que des indices, il faut plutôt doter la commission qui se chargera de juger tout ça de principes clairs, qui sont les principes qui doivent être acceptés par le politique, et puis un minimum de règles. Moins il y a de règles, mieux ça sera. Et plus on dotera la commission de capacité de traduire les principes qui auront été voulus, par exemple, dans un plan climat, enfin dans les différentes politiques publiques, en architecture, en urbanisme. Et je pense qu'il faut vraiment doter la commission de compétences et de faire le concours permanent. Partout, tout doit être l'occasion de faire un concours. Parce que le problème, sinon, c'est comme ça se passe quand on fait un plan d'affectation, un PPA, par exemple, ou un PA, et puis qu'on dit, en plus de ça, on rajoute les 5% de GUI octroyés au sens de la LATC, et puis ensuite 10% parce qu'on fait du logement d'utilité publique par la L3PL, et puis finalement on se retrouve avec 15% de densité en plus, que déjà beaucoup, donc on se retrouve avec des quartiers dont on n'a pas du tout géré la forme, et c'est pour ça que seule la commission, au moment du permis de construire, a vraiment ça, et puis peut-être même en amont pour accompagner les projets, faire des dialogues, donc vraiment entre le concours et le modèle d'études parallèles, on a des super modèles pour accompagner les projets et faire des projets qui sont adaptés non seulement à la parcelle, parce que quand je parlais de la parcelle tout à l'heure, c'était bien la réponse administrative de la bonne échelle au sens du PACOM. Et je pense que la question
si on la prend comme ça, avec un PACOM souple, ouvert, avec un minimum de règles, c'est comme ça qu'il aura l'ouverture qui permettra de répondre aux urgences et aux volontés ou aux enjeux particuliers du moment. Donc, moi, j'invite à faire un PACOM extrêmement léger. Donc, comme ça, il pourra aller plus vite devant le conseil communal parce qu'il aura moins de règles bizarroïdes avec des indices qu'on n'arrivera pas à suivre. Merci. Je crois que vous avez été nommé dans la commission dans l'un des commentaires du chat. Déjà ce soir, félicitations pour cette nomination. Trêve de plaisanterie. Est-ce que quelqu'un souhaite encore s'exprimer? Je vois qu'il y a eu dans le chat, j'arrive pas à suivre tout. Est-ce que vous pouvez lever la main s'il y a encore des personnes qui souhaiteraient expliciter par oral ce qu'ils ont mis par écrit dans le chat? Monsieur Dreyer. Moi, j'ai rien écrit dans le chat, mais j'ai encore quelque chose à dire qui est plutôt une réflexion générale, c'est que la ville est bâtie, en tout cas si on regarde les parcelles, il y a très peu de parcelles qui sont encore libres de construction. Et il a été dit à un moment, je ne sais plus par qui dans la présentation, qu'il ne faut pas impacter uniquement les nouveaux bâtiments ou les nouvelles constructions, que ce soit des surélévations, des nouveaux frontages et ainsi de suite, des extensions. Mais il y a nécessité en fait d'impacter ceux qui font rien aussi. L'enjeu, il est avant tout là. Je pense qu'il est aussi là pour que les professionnels ne soient pas les seuls qui doivent donner des réponses satisfaisantes quand ils sont mandatés par un privé ou une collectivité. Et je trouve simplement, je voulais plutôt faire une réflexion de dire qu'il faut peut-être penser aussi aux parcelles où il ne se passe rien, parce qu'il y a plus un devoir d'amélioration et de correction aujourd'hui qu'un devoir d'exemplarité dans ce qui est nouveau. Voilà, c'est tout. C'est un plaidoyer. Merci. Voilà, je vois que j'ai plus de mains levées. Si, il y en a un qui est arrivé. Ah oui, pardon. Oui, là, pardon, Madame Parizeau. Une vraie main levée, excusez-moi. On ne vous entend pas. Il faut mettre. Vous êtes sur silence. Merci. Oui, je partage totalement ce qui a été dit jusque-là. Puis effectivement, l'enjeu est dans l'existant. Le plan d'affectation permet effectivement pas d'intervenir dans ce qui est déjà fait. Et puis, c'est lorsque le propriétaire fait quelque chose, dépose un permis de construire, qu'il se passe quelque chose. Mais peut-être que modestement, il ne faut pas oublier qu'il reste quand même encore beaucoup de propriétaires qui vont déposer des permis de construire, etc. Et puis, pour moi, même si ce n'est pas là qui va se passer, parce que ce n'est pas peut-être fondamental, mais il se trouve que c'est pas je suis un peu brouillon, je suis désolée. Le plan d'affectation communale va quand même pourrait être l'occasion justement de faire ces parkings de quartier, par exemple, on en a parlé. Et puis si c'est pour des futures surfaces de plancher, ben oui, on ne va pas pouvoir rétablir les parkings souterrains existants, mais je pense qu'il y a un enjeu énorme pour tout ce qui va se passer dans tous les prochains permis de construire déposés. Effectivement, tout l'enjeu de ce qui est déjà bâti et puis qui va continuer à être transformé, c'est sûr. Voilà. Merci. Je vois qu'on est arrivé, je crois, au bout des personnes qui souhaitaient s'exprimer. Je propose donc de repasser la parole à Monsieur Guérin, excusez-moi, pour parler des prochaines étapes. Donc, voilà, peut-être avant de parler des prochaines étapes, que je laisserai plutôt à Madame Henry, qui est la chef de projet de la révision du PACOM. Moi, j'aimerais essayer de faire la conclusion, la synthèse de ce qui vient d'être dit, parce que je crois que j'y arriverai pas, mais en tout cas, déjà vous remercier du fond du cœur, au nom du service, pour votre investissement ce soir et les semaines précédentes dans l'élaboration de ce projet. On est dans une phase actuellement qui permet encore ce genre d'échange, puisqu'on est encore
nous en train d'élaborer notre diagnostic. Le diagnostic, il va être enrichi avec tout ce qui vient d'être dit ce soir, avec aussi tout le travail qui a été fait maintenant par la population, par les sondages en ligne qui ont été faits, et puis aussi, élément important que je tenais à souligner, il est aussi, je dirais, questionné, enrichi par le travail de la CCLUA, qui a déjà commencé à travailler, comme M. Fenerson le disait tout à l'heure, et puis qui nous aide aussi à voir au quotidien les limites d'un outil qui est essentiellement basé sur du quantitatif et qui montre ses limites dans un contexte avec des enjeux de société tels qu'on les connaît maintenant. Peut-être plus que jamais. À ce stade, je trouve que c'est vraiment utile de vous avoir écouté. On n'est pas dans une position ce soir à vous amener des réponses, hein, parce que tous ces échanges nous amènent aussi des interrogations qu'on retrouve aussi dans notre travail au quotidien. C'est important pour nous de confronter nos premières analyses avec tout ce débat qu'on a eu ce soir. Et puis, je pense sincèrement, comme ça a été relevé, qu'on est à un moment charnière, non seulement avec nos outils réglementaires et notre manière de faire la vie, mais on est à un moment charnière plutôt sur une façon de vivre en société et sur une façon de vivre en ville. Voilà. Et puis, c'est vrai que tous ces enjeux sont focalisés sur un outil qui a ses limites, qui est un outil réglementaire, qui est un outil, malheureusement, comme le disait, je crois, M. Dreyer, ou c'était Gabriela, qui est un outil réglementaire avec ses limites, avec parfois son manque de créativité et son manque d'innovation, et puis une partie d'inconnu aussi, surtout les enjeux de société qui sont ouverts par tous les éléments que nous connaissons. Donc je pense qu'on est vraiment à un moment charnière avec beaucoup de questions ouvertes, sur la forme de l'outil, de questions ouvertes sur la manière de répondre à ces grands enjeux de société qui s'ouvrent maintenant, et puis la meilleure manière d'offrir un cadre réglementaire qui permet à la fois d'avoir cette créativité et puis d'avoir un minimum pour nous de cadre à suivre. Donc voilà pour cette réflexion générale, peut-être en guise de conclusion, et puis pour la suite, les prochaines étapes, puisque notre travail ne va pas s'arrêter là, je passerai la parole à Magali Henry qui pourra vous préciser comment est-ce qu'on va poursuivre dans la démarche. Magali? Pardon, oui, on est en discussion. Oui, peut-être si on peut juste remettre la présentation avec la dernière slide, comme ça vous voyez à l'écran certainement quelques informations. Je ne vais pas faire très long, hein. L'idée c'est juste de vous montrer un petit peu où on en est aujourd'hui et puis ce qui nous attend dans la suite du travail. Et puis avant qu'on arrive aux prochaines étapes, je profite pour vous remercier toutes et tous encore pour vos contributions, pour l'investissement, pour tout ce travail accompli durant les ateliers. Et puis finalement, je pense que je parle peut-être pour l'équipe de projet, mais je crois qu'on est assez content finalement du résultat obtenu malgré les contraintes liées à la pandémie. Finalement, le fait de travailler par groupe de 5, c'était très riche. Ça a permis d'amener beaucoup de propositions sur différents groupes. On n'aurait peut-être pas du tout fait, on n'aurait peut-être pas travaillé du tout de cette manière si on n'avait pas eu l'OFSP qui nous avait amené à ces restrictions. Donc, et puis finalement, le fait de faire ces réunions Zoom, on voit qu'on a une communauté d'experts, des compétences, et puis que le fait de vous entendre sur tous ces sujets, quelque part, ça nous conforte dans un sens sur notre façon de travailler, notre façon d'avancer sur cet outil. On sait que c'est pas l'outil le plus adapté pour répondre aux préoccupations actuelles, comme l'a dit M. Guérin, mais voilà, on essaye de faire au mieux dans le contexte qui nous est donné, dans le cadre légal qui nous est donné. Donc maintenant, peut-être pour revenir sur les étapes, donc oui, peut-être juste un petit point pratique. Donc déjà,
La présentation d'aujourd'hui a été enregistrée à partir de la partie du débat. On pourra vous transmettre cette présentation, on pourra aussi la mettre sur le site internet, comme on a déjà mis sur le site internet la présentation du 18 janvier. Donc le site internet, on a mis là, lausanne.ch/2030, on le mettra à jour. Vous avez encore jusqu'au 17 mars pour nous faire part de vos remarques par mail à lausanne2030@lausanne.ch. Donc toute remarque bienvenue, ces remarques vont permettre d'enrichir aussi le rendu, la restitution que BFM va faire. Donc oui, merci pour toutes vos remarques. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à ajouter par rapport à ça, mais non, c'est bon. Et puis, donc en termes d'étapes de projet, donc aujourd'hui on est dans la phase diagnostic, même si bien sûr en parallèle de cette phase diagnostic, on réfléchit déjà au projet, on a lancé un certain nombre de chantiers, on en a d'autres qui vont être lancés, on a des mandats qui ont été lancés, on en a d'autres aussi à lancer maintenant. En gros, notre phase diagnostic, on a décidé de l'arrêter avec la démarche participative auprès des habitants qui doit se terminer au mois de mai avec la dernière étape de cette démarche qui sera une exposition qui aura lieu au Forum de l'Hôtel de Ville pendant 2 semaines du 18 au 28 mai. On sera sur place, toute l'équipe du PACOM sera sur place, donc vous êtes bienvenus aussi pour venir discuter avec nous, voilà, échanger autour de ce projet encore à ce moment-là. Et puis ensuite viendra le temps de vraiment de l'élaboration des règles, l'élaboration du plan, du règlement, voilà, avec l'outil où on doit encore réfléchir à sa forme en fonction de tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Et puis, là, on va revenir, on va travailler vraiment sur cet outil pour ensuite, une fois qu'on aura un projet à vous présenter, on va le remettre en consultation. Donc, la phase de consultation, elle n'est pas encore définie dans le temps. On sait que ce sera probablement en 2022. On a aussi un calendrier politique qui nous mène à tenir des délais pour ce PACOM avec une mise à l'enquête prévue en 2023. Mais voilà, vous êtes tous professionnels et vous connaissez les plannings. Donc voilà. Encore une chose peut-être à ajouter, et là je passerai volontiers la parole aux représentants des associations qui ont travaillé avec nous. Donc on a en débat urbanité le 3 mai qui va permettre de prolonger toutes les discussions qu'on a eues aujourd'hui. Donc si vous pouvez être là pour ce débat urbanité et continuer à travailler sur le PACOM, réservez la date. Et je ne sais pas si Christiane von Rotten voudrait ajouter quelque chose à ce sujet. Oui, voilà. La parole est à vous. Oui, volontiers, merci beaucoup. Déjà, je voulais aussi profiter, maintenant que je prends la parole, pour, au nom de toutes les associations professionnelles, vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de faire ensemble ce travail pour l'effort consenti. Je sais que c'est énorme, ça a été énorme aussi de la part de nos membres. Et puis, en effet, on avait envie de poursuivre parce qu'on s'était dit que peut-être 2 heures, ce ne serait pas suffisant, qu'on avait envie de continuer nos réflexions. Évidemment, le service d'urbanisme, toutes les personnes concernées par cette démarche sont les bienvenues à ce débat urbanité donc, qui a lieu le 3 mai à 18h30, on espère au phare. L'idée étant que chaque groupe puisse faire une restitution peut-être différente ou plus approfondie au regard de ce qui a été dit aujourd'hui pour poursuivre la discussion et aussi partager avec la CCUA que nous avons aussi invité à participer. Le tout sera donc modéré par Marc Frochot, rédacteur de la revue Tracé. Donc voilà, merci à chaque membre et merci à vous, le service d'urbanisme, pour nous avoir donné cette opportunité. On ne sait pas quels seront les résultats, c'est expérimental pour tout le monde, mais néanmoins, je pense que l'échange a le mérite d'être là. Merci beaucoup. Sur ce, est-ce que BFM, vous voudriez ajouter quelque chose pour conclure sur cette restitution? Ils font une bonne conclusion. On a parlé dans ce chat, il y a des personnes qui ont mentionné la question de l'identité des quartiers.
et puis qu'il fallait partir de là. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la démarche participative qu'on est en train de mener auprès de la population, aussi dans les quartiers, et puis où vous avez aussi été impliqué pour cette démarche-là avec les associations professionnelles. Donc c'est vraiment, je pense, de là que le service d'urbanisme souhaite aussi partir. Et puis, on espère vous présenter cette identité des quartiers au mois de mai, même si, évidemment, ça sera comme aujourd'hui, on ne pourra pas aller dans tous les détails. Et puis, il faudra en faire une synthèse, mais c'est vraiment le but. Donc, on vous invite à venir aussi à cette exposition pour voir finalement à travers les yeux des habitants qui sont effectivement dans les quartiers assez longtemps et qui les connaissent bien, quels sont les bons exemples et puis quels sont ce qu'ils apprécient dans leur quartier et puis ce qui peut-être ils n'apprécient pas non plus, ça dépendra un petit peu des quartiers. Donc tout ça pour dire qu'on vous attend aussi pour venir vous imprégner de ce que les habitants amèneront à cette démarche. Et puis pour ce qui est de la partie plus atelier professionnel de ce soir, nous on va mettre à jour le document de présentation avec les quelques éléments qui sont arrivés dans la discussion de ce soir. On va les synthétiser et puis ce document sera mis à disposition et donc ça restera comme trace, comme apport en fait à la démarche de la part des associations professionnelles. Voilà. Et moi, j'ai 5 pages de notes sur ta discussion, donc merci pour les échanges très riches. Je pense que voilà, c'était très intéressant et c'est moi qui conclue du coup. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée, continuation de soirée en tout cas. Et à bientôt. Ouais, on a encore quelques. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, on se revoit le 3 mai. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon, bravo.